présentiel, soit c'est ici, soit c'est sur un bateau qui est dans le 16e. Ça dépend de la dispo. Dès qu'il y a la dispo, le bateau c'est assez sympa. Mais sinon, de toute façon, ça sera ici, il n'y a pas de problème. Pour les Skype, alors il y en a beaucoup qui sont en online, de toute façon. Même ceux qui sont en présentiel, vous pouvez faire un Skype, j'ai aucun problème. Hein. C'est pas uniquement réservé à ceux qui sont prévus en cours online, hein, bien sûr. Donc ça, n'hésitez pas. Normalement, il y a une vingtaine de créneaux pour chaque. Je peux avoir encore quelques flexibilités, hein, donc on peut, sur quelques cas particuliers. Je ne veux pas 20 cas particuliers. Je veux bien gérer, bien sûr, et avoir la souplesse pour 2-3, il n'y a pas de problème, on s'arrangera. Pas de souci. D'ailleurs, je n'ai pas forcément bien prévu non plus. Il y en a qui sont à l'étranger avec des décalages horaires. Je verrai ça directement avec eux. J'ai mis des Skype que les matins. En fait, je risque de devoir en mettre le soir. C'est de la cuisine, mais ça, on s'arrangera au cas par cas. En revanche, ceux qui veulent du Skype, je demande juste un truc. Je veux que ça soit Skype. L'année dernière, j'ai dû installer mes 3 ou 4 logiciels de machin. Alors je sais qu'il y en a des super qui sont vachement mieux. Non. Vous avez Skype, on fait Skype, point. Je veux qu'il y ait un bon réseau. Non, mais quoi, tant qu'il y a un réseau, oui, bien sûr. Mais même un Gaout, c'est un peu galère. Enfin bon, bref. Donc, s'il vous plaît, Skype. Même Skype Pro, j'en veux pas. Ah oui. Je suis obligé de l'installer, c'est compliqué, il faut switch. Non, voilà, faisons simple. On peut être plusieurs sur le Skype? Alors oui, et Skype l'autorise. Je sais pas. Ah, Je crois que c'est Skype Pro. Skype Pro qui est ouais, alors autorisé. justement, c'est peut-être le Skype Pro, merde. Non, je crois que tu peux le... Non, je crois que la dernière version de Skype Ouais, peut autoriser à plusieurs. Donc, deuxième chose que je n'ai pas précisé, mais j'ai eu la question 1 ou 2 fois là dans la journée. Ceux qui sont en binôme, bien sûr, que vous ne choisissez pas 2 créneaux dans les doodles, un seul. Alors maintenant, c'est vrai que je réserve 1 heure en global. Ça ne veut pas dire que c'est 1 heure de pitch. Hein, votre présentation, c'est 30-35 minutes. Et puis après, il y a du débrief, des questions-réponses. Je vous challenge un petit peu sur les montages, le marketing, la stratégie commerciale, la finance, qu'on va voir aujourd'hui éventuellement. Donc il y a des questions-réponses. Alors pour ceux qui sont 2, il y a des chances que ça déborde un petit peu. Alors bon, peut-être que si ça déborde de 5-10 minutes, c'est pas très grave. Je verrai avec ceux qui sont juste après, mais normalement ça doit pouvoir passer. À 5-10 minutes près. Soyez prêts quand même 10 minutes avant, on ne sait jamais. Parce que parfois ça peut coller et ça peut arranger tout le monde. Mais normalement, voilà, c'est le principe du doodle marche bien. Oui. Okay. Est-ce qu'il y a des questions sur cette organisation-là? Ça vous va? Ouais. On part du principe que tu es investisseur et que tu vas investir dans la boîte. C'est ça, absolument. Oui. Alors, ceux qui sont en mode création d'entreprise, oui. Ceux qui sont en mode, je crois qu'il y a 1 ou 2 groupes qui sont en mode intrapreneuriat. Dans ce cas-là, c'est pas un investisseur, c'est le DG de la société qui fait le gros chèque. Mais l'exercice est strictement le même. Il y a 2-3 bricoles qui changent dans le business plan, parce qu'effectivement, du coup, on va utiliser peut-être le directeur marketing de la grosse société Microsoft sur un temps partiel, sur un dixième ou un cinquième de son temps. Mais dans l'ingénierie financière, il faudra bien prendre le temps du directeur marketing pour un cinquième de son salaire. Parce que ça ne veut pas dire que c'est gratuit. C'est pas parce qu'on fait de l'intrapreneuriat qu'on nous donne une salle comme ça que c'est gratuit. Non, il faudra faire de la compta analytique, les mètres carrés qu'on utilise, même dans un projet intrapreneur, au sein de Microsoft, au sein d'IBM, au sein de n'importe qui, on va faire de la compta analytique pour valoriser le prix du mètre carré, le prix de l'informatique, le prix de l'électricité, etc. Okay. Il y en avait, oui, il y en a des projets en intra. Peut-être pas ici alors, pour ceux qui ne sont pas là, ceux qui sont en online. Donc oui, effectivement, on joue le jeu. Et à nouveau, ça m'intéresse toujours de savoir si vous êtes en réel ou en simulation. Okay. Donc au début de chaque pitch, il y a 2 choses, enfin de chaque soutenance. Je vais vous redemander l'exercice qu'on avait fait en septembre. Si vous vous rappelez, le pitch en 1 minute. Alors vous aviez eu grâce en 2 minutes, là c'est en 1 minute.
1 minute 30 max. Donc vous me refaites un pitch elevator comme il faut, et après vous enchaînez sur la présentation d'une demi-heure. Et je veux voir le pitch pour tout le monde qu'on avait vu comme en septembre. Ok ? Donc ça c'est une chose. Et puis au début, ouais, encore une fois, ça m'intéresse que vous me rappeliez rapidement qu'on est en mode réel ou en mode simulation. À nouveau, c'est pas que je vais être plus pénible dans les échanges avec le mode réel, mais forcément, je vais pas coacher de la même façon. Autant en simulation, je peux laisser passer 2-3 bricoles, parce que ce qui m'intéresse, c'est l'exercice académique du business plan, que vous l'ayez bien compris. Ça me va bien, ça suffit. Maintenant, pour ceux qui sont en mode réel, je ne voudrais pas être laxiste, en tous les cas, et vous pointer les vrais trucs qui ne vont pas. Pour pas que vous alliez dans le mur, tout simplement. Okay. Donc dites-le moi bien, réel ou simulation. Encore une fois, ce n'est pas une question de notes, je ne serai pas plus dur. C'est juste que je ne veux pas que vous plantiez lamentablement solo. Okay. Alors, donc, on a 2-3 semaines là où on va être étalé là, avec pas mal de soutenance. Je vous laisse, et puis en fait, on fait toujours les top 5, c'est ça, hein. Le samedi 13 avril, c'est une bonne date, où il y a le pitch des 5 meilleurs business plans, pitch, etc., qui se passe, je ne sais pas où, pas ici, je crois que c'est toujours... Au loft. C'est au loft, bah, voilà, ça sera au loft, donc ça c'est très bien. Et entre la fin des soutenances et ce pitch-là, je vous laisse encore quelques jours pour finaliser proprement le business plan version papier Word, on va dire. Donc vous n'êtes pas obligé de finir le BP pour le jour de la soutenance, vous avez encore quelques jours pour le faire. Maintenant, ceux qui passent en mars, attendez pas 3 semaines pour finaliser le BP, c'est chaud. Donnez-vous quelques jours pour que le BP soit propre, définitif, et rendez-le à l'avance, tout simplement. Ok pour cette roadmap, planning? Pas de questions? C'est bon? Alors, au programme aujourd'hui, ça va être la partie ingénierie financière. Alors, j'ai vu beaucoup d'excellentes choses. Alors, je ne sais plus, hein, mais je crois qu'il y en a quand même 2-3 qui ne m'ont pas rendu les BP intermédiaires de novembre, malgré les quelques relances. Mais j'ai pas les noms là comme ça. Hein. Il faudra le faire un jour. Hein. Alors ça sera d'autant plus délicat parce que finalement, j'aurais pas eu le temps de voir le BP intermédiaire de novembre. Et donc, c'est plus de plantage pour le BP final. Finalement. Donc c'est ballot. Mais bon, à la limite, vous êtes grand. Donc, aujourd'hui, ça va être la partie ingénierie financière. Alors, vous avez déjà vu que un certain nombre de fois, vous avez pu pivoter avec toutes les discussions qu'on a pu avoir. Alors, entre vous, avec d'autres profs, dans d'autres matières, avec moi, éventuellement, quasiment tout le monde a un petit peu pivoté par rapport à son projet initial de juillet. C'est normal, c'est comme ça qu'un projet naît, c'est comme ça qu'un projet mûrit. Eh ben, on pivote un petit peu sur la géographie, un petit peu sur la cible, un petit peu sur le produit, un petit peu. Donc il y a plein d'axes de pivot. Et puis le dernier pivot, en fait, finalement, eh ben, même si vous pensiez avoir finalisé votre produit là jusqu'à maintenant, en fait c'est faux. Tant qu'on n'a pas fait la finance, tant qu'on n'a pas fait la trésor, eh ben, on n'est jamais sûr de rien. Et vous allez vous rendre compte, je suis sûr pour au moins la moitié, que c'est pas viable. Alors soit on abandonne et on change de sujet, soit non, bien sûr, on va refaire un autre pivot. Ça va être à vous de refaire un autre pivot. Vous allez vous rendre compte ce que c'est que le coût d'un projet, surtout en France. Les 2 axes majeurs de coût dans un projet, c'est les RH. Et là, la France, avec les charges, c'est monstrueux. Okay. Et le marketing. Alors, le marketing, d'autant plus s'il y a du B2C. Le B2C, le marketing B2C, il coûte extrêmement cher. B2B, moins. Donc là, déjà, le coût du marketing est moins cher. En revanche, si c'est du B2B,
c'est plutôt la partie commerciale et les commerciaux qui vont coûter plus cher que la partie marketing. Donc de toute façon, il y a quand même un coût là-dessus. Donc voilà, donc, il va falloir faire des balances, il va falloir faire des arbitrages. Quand on commence à toucher à la finance, eh ben, on rentre dans cette histoire d'arbitrage, des vases communicants. Donc on va voir comment on fait ça, mais tant qu'on n'a pas un outil, bon, on ne peut pas faire grand-chose. Alors ce que je vous donne là, c'est pas un outil d'expert comptable ou de commissaire aux comptes. Moi, je ne le suis pas. Hein, j'ai deux, trois notions, et peut-être les mêmes que vous sur la comptabilité. Hein. Je ne suis pas du tout une brute en compta, et il n'est pas question que je vous fasse un cours de compta aujourd'hui. Hein. Je m'en tape, ce n'est pas le sujet. Ce qui est intéressant en revanche pour moi, c'est que quand on est un décideur, quand on est un top manager, il faut savoir lire et interpréter un bilan. Savoir le faire, ça n'a pas de sens. Il y a des experts comptables qui sont là pour ça. On les utilise. Okay ? En revanche, savoir interpréter et lire, ça oui, c'est votre job de top manager, de décideur ou d'entrepreneur. Donc ça, c'est important. Donc l'outil que je vais vous donner, alors je vous les ai envoyés d'ailleurs, il y en a deux différents. Alors il y en a un qui est sur 3 ans, il y en a un qui est sur 5 ans. Je vais manipuler celui qui est un petit peu plus compliqué d'ailleurs, qui est celui sur 3 ans. Bon, à nouveau, faire un plan de financement prévisionnel sur 3 ou 5 ans, c'est de l'approximation. On ne va pas être à 5 000, 10 000 ou 15 000 prêts à l'année. C'est pas le sujet. Okay, c'est du grosso modo. Donc on est un petit peu à la louche, bien sûr, mais à nouveau, on va avoir les grosses masses qui vont vous permettre d'arbitrer et de voir si votre projet est viable ou pas, si votre modèle économique est viable ou pas, si le prix que vous aviez prévu est viable ou pas. Tant qu'on n'a pas fait cet exercice, on ne peut rien dire. Donc ça, on va travailler là-dessus sur cette grosse feuille Excel. Je vais récupérer maintenant. Tu le repartages maintenant ou après? Non, elle était dans le mail que j'ai fait aujourd'hui. Normalement, vous devez la voir. Alors, première chose, quand on l'ouvre, il y a un message d'insulte qui parle de macro. Donc, alors ça, en fait, ça dépend. Ça dépend. Si votre Excel est configuré comme sécurité maximum, il n'en parle même pas et il dégage les macros. Je ne vous le déconseille pas parce qu'il y aura des erreurs. Donc il faut verrouiller la sécurité sur médian, en tous les cas. Dans Excel, il y a haute sécurité, mais sécurité moyenne et basse sécurité. Basse sécurité, il va balancer les macros sans problème. Et en moyenne sécurité, il vous pose la question, est-ce que je veux activer les macros ou pas? Oui. Je vous assure, il n'y a pas de virus. Donc ça, c'est la première chose. Et alors là-dedans, eh ben, il y a plein de trucs. Alors on va voir que, en fait, vous avez une dizaine ou une douzaine d'onglets, je ne sais plus exactement combien, peu importe. Et vous allez voir qu'on peut faire plein de choses. Alors déjà, ah ouais, mais alors... Pourquoi j'arrive pas? La dévine, ça marche jamais. Ah, c'est une nouvelle version d'Excel. Voilà. Bon, c'est pas grave, on va rester en $. Normalement, vous pouvez sélectionner la partie Monnaie. monnaie. Et idem pour la partie... Pourquoi c'est bizarre, parce que j'en ai utilisé un il n'y a pas longtemps, ça marche. Je vais voir si... Ah oui, là je le vois. C'est marrant, c'est en rétroprojection que je le vois pas. Bizarre. Donc là ça marche. Ok. C'est sur le deuxième écran, ça passe pas. Bizarre. Alors, il y a quelques hypothèses, on va les travailler ensemble. Ça, on va essayer d'y passer rapidement jusqu'à la pause. Hein. Et après, on verra d'autres éléments. Ce qui va m'intéresser particulièrement, c'est dans le sommaire, en fait, finalement, on va travailler sur ça uniquement. C'est-à-dire que ça, c'est ce que j'appelle le cash out. Les ressources humaines,
les frais fixes, les investissements, tout ça c'est de l'argent qui sort, c'est du cash out. Et puis on va travailler sur le chiffre d'affaires, c'est le cash in. Okay, donc 3 tables de cash out et 1 de cash in. Le reste, ça va se faire automatiquement. Ça, c'est de la feuille Excel, c'est des calculs, ça se fait automatiquement. Les taxes TVA, vous ne les touchez pas, c'est fait automatiquement. Le crédit de TVA, débit de TVA, machin, etc. Tout ça, c'est fait automatiquement, on n'y touche pas. Il y aura peut-être un élément là. Le plan de financement, on le verra ensemble. Le plan de trésor, il est fait automatiquement. Le compte de résultat est fait automatiquement. Le bilan est fait automatiquement. Le BFR est fait automatiquement. Merci Excel. Donc, encore une fois, vous voyez que c'est très opérationnel, il n'y a pas besoin d'être une brute en compta pour remplir ça. C'est de la trésor basique. Coût, cash out et chiffre d'affaires, cash in. Basta. 2 choses pour ne pas perdre de temps. Ça ne sert à rien de commencer à faire le plan de trésor si vous n'avez pas votre plan RH sérieusement fait et votre plan marketing sérieusement fait. Je n'ai pas forcément dit au propre, parce que vous risquez de le retoucher. Le plan RH, vous allez voir que ça coûte cher, donc vous allez peut-être le retoucher, donc ne le faites pas forcément au propre immédiatement. Et le plan marketing, pareil, ne le faites pas forcément au propre immédiatement. Mais vous devez déjà avoir sur le plan RH et marketing les grandes masses, les gros volumes de ce que ça va coûter. Et après, on arbitrera, et après, ça va certainement être modifié par la suite. Ok ? Donc, au moins, vous ne pouvez pas démarrer, vous allez perdre votre temps. Okay. Alors, sur les hypothèses faciles. Déjà, en fait, alors, là j'ai mis une clôture de compte au 31 décembre, ça pourrait être n'importe quand, on est le 19 février, on pourrait très bien faire une clôture de compte au 19 février, mais laissez-le pour faire simple au 31 décembre. Alors là, effectivement, 2019, on pourrait mettre 2020, hein. Du coup, c'est comme si ça commençait au 1er janvier 2019, mais peu importe, encore une fois, c'est pour l'exercice entre nous. Alors, l'autre point qui est dans les hypothèses, ça c'est les modèles économiques. Comment vous allez gagner de l'argent? Ça se paramètre maintenant, au tout début. Pourquoi? Parce que ça va m'intéresser, ce qui va m'intéresser c'est la marge brute. Tiens, quelle est la définition de la marge brute? Je peux écrire là-dessus. J'ai juste que ça me voit. Je suis pas sûre. Ça passe. Ça va. C'est bon? Marge brute. C'est quoi la définition de la marge brute? Les rentrées, moins les charges. CA moins charge variable. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok. Je vais donner un exemple. Et ça, vous devez connaître. Hein. MBA, vous devez connaître. Hein. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tiens, je fais du consulting. Non, je fais de la formation. Je fais de la formation, je vends une formation à 2000 et je vais utiliser un freelance pour une journée qui va me coûter 500 balles. Marge brute 1500 €, on est d'accord? Soit 75%. On est d'accord pour ça? Ouais. Je donne un autre exemple. Je vends, j'ai une équipe d'éditeurs de logiciels. J'ai 20 développeurs. Je mets 2 ans pour sortir le logiciel. Je vends le logiciel 10 000 €. Quelle est la marge brute? Éditeur de logiciel, j'ai 20 développeurs, je mets 2 ans à développer le logiciel et quand je commence à vendre, après 2 ans, je vends 10 000 € la licence serveur à l'ancienne. 100%. Alors 100% ici à droite, est-ce que j'ai une autre proposition? Pas d'autres propositions? Personne ne s'aventure? Vous faites bien. Vous faites bien parce que c'est bien 100%. Pourquoi c'est 100%? Et oui, parce qu'en fait, pendant 2 ans, j'ai eu 20 développeurs, ça m'a coûté 1 million €. Mais en fait, que je vende 0, 1, 5, 10, 50 licences, ou 100 licences, ou 2000 licences, ça m'a toujours coûté 1 million de développement avec mes RH. Ok ?
À chaque fois que je vais en vendre un, ça me coûte combien? Avant, il y avait même un DVD à graver. On n'a même plus à faire ça, quand même, j'espère. 0. Et encore, sur 10 000, ça coûtait au moins 75 centimes. Ok, donc techniquement, il y avait une petite... c'était pas tout à fait 100%. Vous comprenez cette logique de la marge brute? Dès que je vends quelque chose et que ça me coûte, bam, je dois calculer la marge brute. Éditeur de logiciel, facile. Tout ce que je vends, bah, c'est que du bonus, c'est que dans la poche. Basta. Je vais enlever ma tempo parce que sinon, ça va être pénible. Ok pour ça, donc ça c'est juste des petites notions. Donc ce qui m'intéresse ici, moi en fait, c'est de savoir, tiens, je fais du e-commerce, je vends des chaussures en ligne, et ben quand je vais vendre 100, et ben ça va me coûter, combien? Ça va me coûter 45. Ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est ce chiffre-là. Ces chiffres-là ne vont pas être réutilisés ailleurs. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Et pourquoi je veux ça tout au début? C'est que quand on va travailler sur le chiffre d'affaires, sur l'onglet chiffre d'affaires, et ben quand je vais mettre que je vends pour 20 000 euros, tout est en kilo euros, hein. Quand je vais vendre pour 20 000 euros de Modas, charge variable liée aux ventes. Je n'ai plus à me tracasser. Quand vous allez travailler là-dessus, il faut penser, je vends, je vends, je vends, je vends, je vends. Caillasse, 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 caillasse. Et non pas à se dire, je vends 20 000, ah ouais, j'ai une marge de 37,5, il faut que je leur calcule. Il y a une vraie galère. On l'a fait au début dans le sommaire, dans les hypothèses. Vous pourrez la retoucher après, hein, pour affiner. Pourquoi pas? Elle s'appliquera de suite, la marge, automatiquement. Mais je n'ai plus à y penser, je n'ai plus qu'à raisonner, je vends, je vends, je vends, je vends, et basta. Okay. C'est juste pour ça qu'on veut identifier la marge brute au départ de tous vos modèles économiques, vos business models. Ici. Okay, donc ça sera important. En consulting, souvent, on est à 100%. Et on met 0. Parce que c'est... En consulting, quand c'est des salariés consultants, forcément, au sein d'une société de conseil. Okay. En mode SaaS, bah, les logiciels, ouais, c'est souvent... alors d'ailleurs, je mets 100, mais je pourrais mettre 2, hein, ça ne change rien. C'est ça qui m'intéresse, ça c'est pas réutilisé, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui est réutilisé dans l'onglet CA. Okay. Uniquement pour ça. Donc, il faut identifier la marge brute. Ça, c'est un premier élément. Donc ça, c'est basique. Et puis après, il y a quelques points. Il y en a qui vont faire du stockage, parce que ça va impacter le bilan, en fait. Il y en a qui ont du stockage de matos, de matériel. Non, pas spécialement. Et puis après, juste dans les paramètres, durée moyenne du crédit client, c'est quoi le crédit client? Combien de temps il met à payer? C'est en combien de temps le client met à payer. Je m'appelle IBM, je vends du logiciel, quel est le crédit client? En B2B, hein? 90 jours. Ouais, 60, 90, je vais mettre 60 pour être sympa. Je m'appelle rue du commerce, quel est le crédit client? Ouais, alors, on va mettre 2 jours, parce qu'effectivement le temps qu'il y ait les transferts, mais c'est 0 parce que je paye en ligne immédiatement. Donc effectivement, normalement c'est 0, en réalité c'est plutôt 2. Et je suis Leclerc. Pardon? Je suis Leclerc. Leclerc, c'est 180 jours. Non. Mais, du coup, il faut un BFR négatif. Pardon, sûr? Du coup, il faut un BFR négatif. Ah bah oui. Quand on fait du SaaS, en fait, bah on paye la location du soft avant. Donc finalement, tu as raison, ça fait du BFR négatif. C'est génial. À tout ce qui est abonnement et SaaS, on paye toujours à l'avance. Donc forcément, BFR négatif. C'est magique. Il n'y a rien de mieux comme modèle économique. Ça, je vous invite à tous les modèles Armador. Vous n'avez pas besoin d'argent, du coup, il n'y a pas besoin de lever de fonds, ou très peu. Il n'y a même pas besoin d'aller supplier le banquier à genoux. Non, c'est lui qui va venir vous voir. Voilà.
Et durée moyen du crédit fournisseur, alors c'est dans l'autre sens, c'est en combien de temps vous payez vos fournisseurs? Bah pareil, il faut essayer de le maximiser quoi. Et quand on est D'un sur un côté- modèle, alors je veux dire locatif justement, c'est-à-dire qu'on a, on paye au fournisseur, je crois, le prix d'un bien qu'ensuite on Met à loue, disposition. on met à disposition d'un client qui paye tous les mois. Oui. Comment ça se passe? Parce que là, le coût, il est sur le premier mois en fait pour. Eh oui. Ouais. Quand tu te fais Et le comment on mail. le met là-dedans alors? Ah, attends, vas-y, attends. Bah, t'as le coût en fait. T'as un bien t'achètes- locatif. T'as Tu un veux bien dire locatif, que... donc en fait tu t'achètes le bien le premier mois quoi. Oui. Et ensuite tu le loues à ton utilisateur final. Tu le payes. Ah ok. Donc en fait tu Ouais, t'as ton alors coût ça qui c'est tombe. pareil, c'est un montage financier. Pourquoi tu le paierais upfront? Je sais pas. Non, mais c'est- Crédit bail, machin, D'accord. t'as un Donc, faut le passer financement comme ça. par une banque, il n'y a pas de raison que tu le payes en upfront. Hein. D'accord. Ok. Donc ça c'est tout un montage. Et, D'accord. Il faut normalement, laisser. D'accord. Ah ouais, non. Faut s'arranger avec une assurance quelconque qui assure le bien, un truc comme ça. Faut surtout pas payer. Non, ça fait Mais- sortir trop d'argent. Par rapport à son modèle, on peut faire ça? En Ouais. gros, sur un bien, l'étaler sur 12 mois, divisé en 12 parties en fait. Pourquoi pas? Parce que entre Alors- le délai de paiement et ce que tu payes tous les mois, en fait, il y a. Alors en fait, il faut jouer avec ces jours. Il faudrait jouer avec ces jours-là. Crédit fournisseur, crédit... Ça dépend si c'est majoritaire parce que ça va s'appliquer, ce chiffre-là va s'appliquer à tout. Ouais, À un ordinateur, à des gommes, à des... tout. Donc si c'est prédominant, si c'est 90% du business, ok, tu peux l'appliquer. Mais encore une fois, c'est qu'une grosse matrice, bête et méchante, qui va travailler sur tous les autres éléments d'achat et de vente. Donc il faut juste arbitrer correctement. Hein, c'est bon. Mais je pense que la solution, elle est plutôt, tu vends tous les mois, mais en fait tu vas aussi payer tous les mois pendant X temps sur un crédit bail. Donc en fait finalement, Il faut arriver à lisser le truc. c'est identique. Comment Ouais. on représente la banque? Du coup, tu mets 30 jours, en fait, finalement. Même voir crédit client, c'est même 0, et puis à la limite, en fait, finalement, ce que tu vas payer, ton crédit bail, tu le payes à la fin du mois, alors qu'en fait, ton client va te payer au début. Donc c'est toujours à nouveau Négatif, en BFR en négatif. Ah, le son. Donc c'est tout bénef. Donc ça se fait, hein. Mhm. Mais c'est du jonglage financier, ça. Bon. Ok pour ça? Donc ça, c'est paramétré au début. Donc, bien sûr, le crédit client, il faut minimiser le crédit client, il faut maximiser le crédit fournisseur. Payer le plus tard possible, mais aller chercher l'argent le plus tôt. Premier gros pavé, c'est toute la partie RH. Alors à nouveau, si vous regardez bien, alors je vous ai mis un certain nombre de postes type. Vous avez le droit de les modifier, il n'y a pas de problème. Première consigne de base de la soirée. Je ne supprime pas de ligne. C'est clair. Tu les formules, on peut pas Je les jouer. n'ajoute pas de ligne. Ne touche pas aux formules. Ok. Il n'y a pas de protection dans ces feuilles Excel. Là, il y a des milliers de calculs. Il y a zéro protection. Ok. Bon, donc attention danger. Je vous montre ce que ça fait de supprimer une ligne. Oh putain. Ah, dièse ref. Oh là là, moche. Trésor, dièse ref. Et c'est mort. Alors je vous dis un truc tout de suite. C'est pas moi qui irai débugger votre feuille Excel. Merde. Vous vous démerdez. On a du support, ouais. Il n'y a pas de souci. Et la seule chose, c'est recommencer à zéro. On peut changer les couleurs. Tu peux changer les couleurs. Mais quoique, c'est la deuxième règle. J'y arrive tout de suite. C'était pour Greg. C'est la Tu ne deuxième changeras règle. pas les couleurs. Regarde bien. Il s'en fout, mais Greg, il veut changer de couleur. Les couleurs. Regardez un peu ce qui se passe. Là, il y a des intitulés. C'est des cases jaunes foncées. Ah ouais. Et regardez bien. Écoute, Greg. Case blanche. Calcul. Calcul. On ne touche pas aux cases blanches. D'accord, ok. Case jaune foncé, oui, on On change. peut changer. Blanc, on touche pas. Ok. Ah, donc on touche pas. Bon. Alors, Et jaune pas alors. et donc là, pour vous faciliter la vie, en fait, eh ben, en bas, c'est juste
le nombre de personnes pour ce poste. Qu'est-ce qui se passe? J'en mets un directeur marketing en 2019, j'en mets un en 2020, j'en mets un... Qu'est-ce qui s'est passé là-haut? Oh, c'est Excel. C'est beau. Ça a auto-calculé que, en fait, sur une base de 60 KE... Ah, ben on est en francs, là. Sur une base de 60 kilos euros, C'est pas mal. et ben en fait, il a réparti automatiquement. Super. Bon. Sauf que, case jaune claire. Il y a des précalculs. Mais, vous pouvez affiner. Pourquoi? Parce que, est-ce que le directeur marketing arrive le jour J au 1er janvier? Non, pas forcément. Dans votre plan RH, il y a des gens qui vont arriver à pas tout le monde au même... Donc ça va être étalé, machin, etc. Si, en fait, le directeur marketing, eh ben, il arrive qu'au 4e mois, eh ben, je vais affiner. Mais j'ai des calculs, hein. Mais jaune clair. Donc j'ai le droit d'affiner. Jaune clair, t'as le droit de supprimer. Il y a des calculs, jaune foncé. Ok. Je ne supprime pas de ligne. T'es toujours à 75. Jaune clair, il y a des calculs, mais vous pouvez affiner avec parcimonie, en sachant ce que vous faites. Ok? Donc, ici, qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire que, ben, en fait, sur mes 60 000 annuels, eh ben, j'ai bien mes 45. On est d'accord? Sauf que la ruse, ça c'est la première astuce du business plan, de l'ingénierie financière. Oula. Je sais pas ce que c'est que, en fait, assez bêtement, la deuxième année, elle est reprise par rapport à ça. Année 2, l'augmentation par rapport à l'année 2, l'augmentation par rapport à l'année 3. Toute cette feuille Excel, alors cette version-là, hein, pas l'autre que je vous ai donné, cette version-là, elle est sur 3 ans, mais en fait, elle est sur 12 mois plus 2 ans. 12 mois fin plus 2 ans. Global. C'est toujours les 12 premiers mois qui sont les plus critiques en termes de gestion financière de trésor. En fait, après, on peut s'amuser. L'autre version que je vous ai donnée sur les 5 ans, je crois que c'est 36 mois plus 2 ans. Donc c'est beaucoup plus fin sur les 3 premières années, mais ça peut suffire, dans certains cas, les 3 ans, ça peut suffire. Okay? Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer ici, là? Parce que, comme ça reprend N-1 pour l'année 2, ben bêtement, la deuxième année, il fait 9 mois ou il fait 12 mois? Il fait bien ses 12 mois. Donc en fait, il n'est pas du tout au bon salaire, il devrait être à 60. Comment on fait? L'astuce, c'est que vous devez aller bidouiller ici, là. Ah, pour mettre un pourcentage. Et ouais. Donc là, on est obligé de réajuster. Tu mets sur 33. Donc on met un petit 33 et puis on a bien nos 60 000 pour réajuster la deuxième année. En plus, on est sympa, il a bien bossé la première année, on lui fait son augmentation syndicale de 5% et hop, c'est parti. Ok? Bon. Pensez aux augmentations classiques, annuelles. Je vous rappelle qu'on est dans la high-tech. Et l'augmentation syndicale dans la high-tech, c'est pas 1,2%. Des stock options. Non, ça on ne peut pas le simuler. On ne peut pas le simuler. Hein, donc si vous n'êtes pas entre 5 et 10%, vous les perdez. Hein. On est d'accord. Donc allez-y. Hein. Et ça coûte cher. Les RH, ça coûte cher. Ok pour ça? Ça vous va? Alors, à nouveau, je vais remplir arbitrairement quelques... Jaune foncé, tu peux vraiment modifier. Alors attends, mon assistant marketing. Non, mais rien. Jaune foncé, tu peux y aller. C'est juste l'intitulé du truc. Jaune clair, c'est des formules, donc c'est pas Tu les recherches, je pense. Jaune clair. C'est À droite, vaut mieux pas toucher. À droite, en haut. Ah si, t'en auras quelque chose là. Je vais pas rapprocher tout le monde. En gros, la question que tu poses au jaune clair, c'est est-ce que le mec il est 12 mois ou 9 mois ou... D'accord. Ok, C'est un pourcentage, un facteur. Donc voilà, on peut Assistant de direction. pour partager le truc là. Bon, je remplis rapidement, c'est juste pour avoir quelques chiffres. Ah, tu l'as la caméra là. On va laisser se démerder. Je vois, je connais pas. Carré, Vous voyez? l'année 2020, elle est à 23% l'année 2021.
il écrit un truc là. Ah, ça, je sais pas. Il est pas con. Entre l'année 2000, c'est une bonne question. Entre l'année 2020 et 2021, Gilles, tu reportes 2020 ou tu reportes 2019? Pardon, entre eux 2020 et 2021. Alors c'est N-1 à chaque fois. À chaque fois, c'est le moins 1. Ouais, il reprend N-1. Donc, tu as l'augmentation de 5%. Donc ici, là, donc tu vois, il a repris en fait N-1. Donc, tu fais que les 5% en fait. Oui, absolument. Donc ici, du coup, eh ben, si tu refais un petit 5%, toc, c'est par rapport à N-1. Ok. Ouais, brut. Hein, donc on raisonne toujours en brut. Tous les chiffres que l'on va mettre, achat, vente, on est hors taxe. On n'est pas TTC bien sûr. Hein. La TVA, vous en occupez pas, on raisonne hors taxe. Sur les salaires, on raisonne en brut et pas en net. Et paiement des charges, c'est Les automatique. charges, elles sont là, regardez. Elle est calculée avec le délai de truc ou alors tu les calcules à l'année? Non. Là, les charges, elles sont calculées au mois le mois. Charges sociales brutes, là, elles sont au mois le mois. Hein, clairement. Tu les payes 3 mois, non? Non, ça se fait plus maintenant. Ah, c'est fini ça? Ah non, c'est fini. Ça fait déjà 1 ou 2 ans, c'est tous les mois que ça tombe. Hein. L'URSSAF, c'est au 15 du mois maintenant. Même pour les petites entreprises. Mais c'est bien. Enfin, c'est pas plus mal. Ok pour ça. Il y a une petite ligne. Alors, pour ceux qui sont en vraie création d'entreprise, il y a une ligne différente pour le PDG ou le gérant. Pourquoi? Parce que les charges ne sont pas du tout les mêmes. Elles sont 2 fois moindres sur un gérant majoritaire ou un président majoritaire qu'un salarié normal ou un gérant minoritaire. Un gérant minoritaire, en fait, redevient un salarié. Donc il y a quasiment les mêmes charges qu'un salarié. Sauf que de toute façon, il n'aura jamais droit au chômage. Mais sinon, il paye le chômage, mais il n'aura jamais droit au chômage. Enfin, ça, c'est un truc de français. Mais globalement, voilà, il n'a pas tout à fait les mêmes charges. C'est pour ça que je l'ai séparé. On gagne un petit peu. Ok, donc j'ai rempli ça arbitrairement. Vous avez vu, c'est facile, c'est rapide. Il y a à nouveau, en termes d'arbitrage, et pour affiner, regardez bien. Ici, là, le directeur commercial. J'essaie d'agrandir un petit peu. Le directeur commercial. Là. Je l'ai mis en... Ah, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. Je pense que attends. Parce que j'aurais Taisez-vous, vous nous gênez là. Bon, je continue là-dessus. Je pense que là, Je continue là-dessus. Les 100 000 pour directeur commercial, vous savez bien qu'un directeur commercial, il n'est pas au fixe. Donc en fait, c'est une feuille Excel, il faut faire du fixe, il faut faire une part variable. Faites-vous le montage que vous voulez de rémunération du directeur commercial. Moi, je mettrais bien un truc égal à 40 000 de fixe plus 0,05, donc 5%, T'as mis un cul là. fois... Il le paye à mon cul. Il aime bien les conversions. Fois, je vais dans l'onglet du chiffre d'affaires, fois le chiffre d'affaires ici. Boum. Et j'ai un truc, il n'y a pas de chiffre d'affaires là pour l'instant, donc ça fait léger. Mais donc voilà, pour le dire que pour les commerciaux, faites un truc qui est modélisé avec des calculs. Là c'est brut, basique, c'est juste pour vous donner des notions uniquement. Hein. Un directeur marketing c'est même un peu cher, 60 000. On pourrait prendre un peu plus junior, entre 40 et 50, à mon avis ça se fait. Je vous laisse arbitrer, je vous ai juste donné des notions de prix actuel, et c'est votre business, c'est votre entreprise, vous faites ce que vous voulez, vous payez les gens comme vous voulez. Il faut juste savoir si, avec votre niveau de salaire, ce ne soit pas trop bas pour les attirer. J'ai un autre point là. Pour les associés, si vous êtes en mode réel, les associés, alors est-ce qu'on se paye ou est-ce qu'on ne se paye pas? Pas la première année. Alors, 2 choses. Moi je vais vous dire, je veux que vous vous payiez. Comme ça. Pourquoi? Parce que quand vous allez voir des investisseurs, alors bien sûr, vous n'allez pas... 100 000, non. Alors bien sûr, vous allez être en dessous du niveau. Bien en dessous.
Encore une fois, ça dépend. Je vais vous donner des arbitrages. Des jeunes qui sortent de l'école à 25 ans, etc. Ils n'ont pas d'appart à payer, ils n'ont pas d'enfants, machin, etc. Ils vont se payer le SMIC, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous avez 40, 45 ans, il y a 2000 de prêts, et il y a 3 enfants, machin. Donc payer quelqu'un qui se paye 3 4 000 parce qu'il a des besoins, ça ne me choque pas. Ok ? Ce qui va me choquer, c'est de dire, il a 5 000 de charges et il se paye que 1 200. Et bien ça ne me va pas, moi, en investisseur. Pourquoi ? Parce que si le mec, dès le 5e jour du mois, il se tracasse à savoir comment il va finir le mois, il ne va pas être productif. Et moi, ça ne m'intéresse pas d'investir dans un mec comme ça. Donc, vous voyez que c'est juste de... Il y a Cyril qui dit que... Cyril, il est en train d'écrire tout ce que tu dis. Ça vous dit les formules. Mais t'as raison. Pas mal, hein? Windows 10. Ah, c'est énorme. Non, mais c'est excellent. Non, mais tu aurais dû laisser, au moins on a une version transcrite. Donc vous voyez que, encore une fois, j'ai pas une recette de cuisine unique. Ça dépend du contexte. Donc, il faut être... Alors surtout une fois que vous avez levé de l'argent, en fait, vous êtes en train de faire le modèle, et le 1er janvier, c'est comme si vous avez récupéré vos chèques de 500 000 ou le chèque de 1 million. Et hop, vous déroulez. C'est ça l'idée de ce schéma, de cette ingénierie financière. Okay, vous avez récupéré le pognon, donc vous pouvez vous payer. Encore une fois, ça ne va pas être 100 000, mais un minimum pour pouvoir subvenir. Encore une fois, de quoi vous avez besoin. Un jeune, effectivement, qui va se payer 5 000 par mois, qui sort de l'école, c'est une grosse blague, c'est dehors. Dehors. Okay. Voilà, donc encore une fois, c'est quel est le contexte. Ça dépend. Donc n'abusez pas. Maintenant, je finis juste sur ça. Pourquoi il faut en plus se payer ? Tout simplement parce que si vous payez trop ou pas, ça fausse complètement le vrai coût d'un projet. C'est pas bon. Donc en fait, vous faites un exercice de plan de trésor. Et si vous ne payez pas, vous êtes 3, vous ne payez pas, c'est au moins, on est dedans de 200 ou 300 000. Donc c'est complètement faussé. Donc, encore une fois, on ne se paye pas 60 000, mais un minimum pour pouvoir vivre. Tu as une question ? Quelles sont les bonnes ressources pour trouver les grilles de salaire, un petit peu, pour se faire des idées sur les salaires sur différents jobs ? Ouais, bon, je vous les ai mis à peu près là, mais après, c'est à vous d'arbitrer, vous voyez par rapport à vos boîtes, par rapport à vos camarades, etc. Hein. Ouais, alors, là, c'est en train d'augmenter un peu quand même, hein, l'air de rien. Hein. Là, le marché redevient... Enfin, de toute façon, dans la high-tech, c'est toujours tendu. Hein. Donc, ça dépend des domaines dans lesquels vous allez faire votre BP, mais à mon avis, si sur le service à la personne, ok, on va être à des pâquerettes sur du SMIC. Ok, d'accord. Mais dès qu'on va être sur du high-tech, tous ces métiers-là, sinon, t'as personne. Hein. Ouais. Ah non, je crois que tu avais une question. Ok pour ça ? C'est bon ? Voilà, donc oui, c'est plutôt pas très compliqué et ça vous permet d'affiner. Deuxième chose, les frais fixes. Alors pareil, jaune foncé, jaune clair. Ok ? Donc, de la même façon, tiens, pour le loyer, je vais coller 60 000. Oh, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. Voilà. Ok. Maintenant, à vous d'affiner. Alors, sur l'ensemble de ça, globalement, c'est pas forcément nécessaire. Là où ça va être nécessaire d'affiner fortement, c'est ici. Parce que le marketing, si vous m'avez collé 300 000 de marketing, est-ce que ça va être vraiment, le marketing, ça va être 25, 25, 25, 25, 25, non ? Ça va être 0, 0, 0, le temps de sortir la plateforme, 50, 40, 30, été, 0, 0, 60, etc. Donc là, le marketing, il faut vraiment l'affiner correctement. Alors c'est important quand même d'affiner. Pourquoi ? Parce que si vous affinez pas, le problème, c'est que dans votre plan de trésorerie,
Et ben si ça se trouve, le premier mois, si vous n'avez pas du tout affiné, eh ben vous allez vous retrouver à moins 50 000 par rapport à votre budget. Donc affiner le plus possible, encore une fois, on n'est pas à 10 000, 20 000 près, ok, mais affiner le plus possible, parce que sinon, dans un cas réel, vous risquez d'avoir des grosses surprises et mauvaises surprises dès les 2 premiers mois. Donc essayez de jouer le jeu à affiner le plus possible. À la fin de l'année, sur le bilan, ça ne changera rien. Hein. Le bilan sera le même. Le résultat net sera le même. Mais la gestion de la trésor, il n'y a rien de plus compliqué pour un chef d'entreprise. Rien de plus dangereux. Il n'y a rien de plus dangereux. Mauvaise gestion, mauvaise trésor, plantage. Hein. Donc, essayez de le prévoir le plus juste et le plus finement possible. Okay. Est-ce que vous avez des questions là? Je passe assez vite là-dessus. Je vais remplir arbitrairement. Assurance, loyer, bon, il n'y en a pas... Alors si vous n'avez pas de notions, là, tu me disais, les notions sur les salaires, c'est un peu compliqué. En fait, c'est plutôt là que ça va être un peu délicat. Je vous ai mis des arbitrages ici, là. Tiens, on est 10 mètres carrés par personne. Je suis un éditeur de logiciels, on est 20 personnes. On a besoin de combien de mètres carrés? 200. Je suis une société de consulting de 20 personnes, dont 3 administratifs et 17 consultants. J'ai besoin de combien de mètres carrés? Les consultants, ils ne sont pas là. 100. Alors peut-être pas 30, mais il y a toujours un peu d'intercontrat, machin, etc. On va dire 50. Mais on est d'accord que, encore une fois, vous voyez que toutes ces histoires d'ingénierie financière, je fais appel à votre bon sens. Je n'ai pas de recette de cuisine miracle pour tout. C'est du bon sens. Donc, consulting, 17 consultants, s'ils sont ici, c'est que je les fous dehors, je les vire. Je les licencie. Donc, soit ils sont chez les clients facturés, soit ils n'ont rien à faire là. Et ils dégagent. Okay. Donc, effectivement, 3 sédentaires, plus quelques intercontrats, j'ai besoin de 50 mètres carrés, mais pas de 200 mètres carrés. Okay. Donc voilà. Donc, je vous ai mis plein de petits métriques. Prix du mètre carré à Paris. 400 balles le mètre carré. Alors, on ne parle pas au mètre carré mois, on parle de mètre carré annuel. Okay. Donc c'est 400 € le mètre carré. Alors là, on n'est pas sur les Champs-Élysées, hein, c'est 1000 ou 1005. Hein. Okay. Alors, c'est pas dégueulasse non plus parce que là en ce moment, tiens, on a pris des trucs vers Boulogne. Le bas 16e n'est pas si cher que ça non plus d'ailleurs, ou le 15e, on est à 300. 270 € le mètre carré. Non mais les champs ça va baisser. Villejuif, on va être à 220, pardon. J'ai dit les champs ça va baisser bientôt. Non mais les champs, ouais, non, c'est 1000. Non, ça va baisser bientôt, tu vois. Ouais, ça va. 50. C'est des cages jaunes, tu vois. J'ai un pote à Toulouse, là il m'a dégoûté, il a pris des... Alors c'est bon, Toulouse est un petit peu en dehors de Toulouse, donc 35 balles le mètre carré. Alors mais, bon, ok, c'est pas Paris non plus, hein, forcément. Mais si vous êtes sur, voilà, petite couronne, à mon avis, entre 250, vous pouvez trouver. Si on montre 100 balles, je prends un message de coworking, mais c'est au mètre carré, c'est plus cher en fait finalement. Donc faut trouver un autre. Ouais, enfin, tu te débrouilles. Mais tu justifies. Non, mais tout simplement. Combien coûte le mètre. Tu prends un desk et puis tu calcules le coût de ton desk pour 1, 2, 3, 5 personnes. Bah, tu fais de l'analytique, hein. Pas de problème. Mais les desks aujourd'hui sont entre 3 et 500 balles par mois. De tête. Hein. À moins que t'en aies des moins chers, mais... Ionis, ici, là, sur l'incubateur, quand vous êtes étudiant, je crois que c'est pas si cher que ça, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein. Je crois que c'est beaucoup moins que ça. Hein. Donc à voir. Je suis désolé. Je remplis rapidement, je vous ai donné des métriques, vous regardez, il n'y a plus qu'à faire des calculs. Je remplis juste aléatoirement, juste pour avoir des chiffres parce que ça va nous servir tout à l'heure. Question de matériel. Alors hébergement internet, pareil, hein, vous êtes en B2B, vous êtes en B2C. Alors en B2B, bah, peut-être que ça va coûter 200 balles parce qu'il n'y a pas besoin de bande passante, il n'y a pas besoin de beaucoup de data. Dès que vous êtes en B2C, il faut de la bande passante, il faut de la réactivité, hein, etc. Donc, ça se calcule, hein, vous allez sur le site de Gandhi.fr ou Amen,
vous avez ou OVH, vous avez tous les métriques pour calculer, mais ça j'imagine que vous savez faire. Frais, actes et contentieux, c'est toute la partie juridique. Donc la partie juridique, eh ben, autant la première année ça peut être cher, mais vous voyez que de la même façon, là, tous ces coûts l'année suivante, eh ben, pareil, hein, vous le faites évoluer. Ok? Mais on peut le faire évoluer en plus, ou on peut le faire évoluer en moins. Regardez la première année là, sur la partie juridique. Quand je fais un site web, je valide les CGU, les CGV par un avocat, ça coûte 3 000, le montage de la société, de la SAS, ça me coûte 2 000, etc. etc. Et ben, en fait, l'année suivante, j'ai juste le basique récurrent de l'administratif des assemblées générales annuelles, et puis basta, et ça coûte 2000 balles, et puis c'est tout. Donc en fait, là, vous pouvez faire un moins 60%. Donc on peut le faire en plus, mais on peut le faire en moins aussi, tout simplement, hein, pour l'année suivante. Basta. Okay. Donc vous le faites dans un sens ou dans l'autre. Alors là, en revanche, ouais, si vous voulez affiner, c'est plutôt en fin d'année, normalement. Donc ça, il faudrait tout dégager et puis mettre 2000 à la fin. Bon, je laisse comme ça. Compta, comptez à peu près 6000, hein, je fais assez simple. Les frais bancaires, c'est pareil, extrêmement différent. Si vous êtes en B2B, alors il faut juste savoir qu'en B2B, eh ben, on va vous prendre le business model de la banque. Vous avez un 30 balles de forfait basique par mois. Et puis derrière, vous avez un pourcentage des flux entrants de trésorerie. Ou sortant. Oui, sortant, t'as raison. Sortant. Donc en fait, à chaque fois que vous sortez de l'argent, ça vous coûte 0,02% ou 25%. Enfin, c'est à négocier. Hein. Alors vous pouvez le diviser par deux. Hein. Dès le premier rendez-vous avec le banquier, ça c'est un truc qui se négocie. Hein. Donc ça fait vite beaucoup de sous. Surtout si vous êtes en B2C et que carte bancaire, paiement avec Visa, machin, etc. Combien ça coûte ? 2%. Ouais, alors normalement ça coûte entre 2 et 2,5%. Quand on négocie, quand on a du volume, on arrive à avec Visa, on arrive à tomber à 1,2. Truc comme ça. American Express, c'est 3,5-4% normalement. Faut pas faire. Bah faut pas faire, si, quand t'es commerçant, c'est pareil, hein, tu peux te couper. À chaque fois que tu coupes un mode de paiement, tu te coupes des clients. Alors je suis d'accord que le chèque, il faut le bannir. Mais on se coupe des clients. Dans la vraie vie, on se coupe vraiment des clients. Mais il ne faut pas jouer avec parce qu'il y a tellement de chèques en bois, c'est même pas la peine. Donc ouais, et ben, faites le calcul. Hein. Ouais, c'est beaucoup. Vous faites 1 million de chiffre d'affaires, c'est pas dingue hein, non plus. Hein. Et ben 2% d'un million, ça fait combien ? 20 000 boules. 20 000 boules de frais bancaires. Et ben ça impacte la marge. Hein. Quand on a des petites marges à 20-25%, ben, quand tu viens de te prendre 2% rien que sur la transaction, ça fait mal. Donc, c'est ça que vous ne vous rendez pas compte en fait, de tout ce qu'il y a derrière, de tous les frais cachés, et là il va falloir gratter derrière. Donc faites attention, là j'ai mis 3 000, mais en fait, ouais, non, ça peut être facilement 10 000. Alors c'est pareil, je mets 10 000, mais je ne devrais pas faire ça, je devrais faire, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires. Modélisez les choses, faites des calculs. Okay. Frais de déplacement. Alors frais de déplacement, c'est pareil. Rentrez pas dans des tripes où je calcule le loyer de la Clio plus à combien est le prix de l'essence, il est à 1,45 en ce moment, plus la... Non. Vous prenez, vous allez sur le site de Bercy.gouv. Okay. Il y a le barème des frais kilométriques, alors je dis une bêtise mais c'est proche, hein, qui va être à 0,35 € par kilomètre, et vous calculez combien alors soit vos cadres sup ou les commerciaux font comme kilomètre. Un commercial il fait 50 000 bornes par an. Ok, ça coûte combien ? Fois 0,45. Bah voilà. 17 combien ? Ça coûte 20 000 balles. Ça c'est pour une Clio. 20 000 balles. C'est pas son salaire. Hein. C'est ton Clio en plus. Non mais ça c'est pour une Clio, 0,35. Ouais. Pourquoi tu veux rouler en quoi ?
Ok, allez 0,4. Pas ça, Allez, 40 centimes. Bon, mais prenez le truc. 25 Bon, 000 balles, quoi. donc, encore une fois, et ça, ça prend en compte l'usure, l'essence, l'entretien, les pneus, les machins. Allez pas me faire de la compta analytique là-dessus, ça a zéro intérêt pour vous. Vous avez un barème, basta. Ok, ça c'est facile. Même si c'est sa voiture. Oui, absolument. Oui, parce que même si c'est ta voiture, tu vas te faire rembourser par l'entreprise sur la base de 40 centimes le kilomètre. Oui, donc ça ne change rien. Absolument. Même si on ne l'utilise pas tous les jours, par exemple, si... Alors, non mais quand vous êtes perso, non mais en perso, non mais c'est important ça, parce qu'en perso, on peut se faire requalifier. On ne dit pas, j'ai fait 1200 bornes. Non, jour par jour, tu dois pouvoir justifier où tu as été à Étampes, à machin, à Cergy, etc. et faire les kilomètres. Tu te fais, franchement, je peux vous raconter des histoires de redressement par le fisc, mais c'est lunaire. Lunaire, hein, jusqu'au pack de bière qui était à 4,50 €. Hein. C'est le mec dans le 77. Non, je plaisante pas. Hein. Je ne vais pas raconter ça. Non. L'année dernière, une de nos boîtes, lunaire, une petite jeune qui sort de l'école, 25 ans, son premier redressement, son premier contrôle. Ok. La fille, elle n'a rien trouvé, sauf... Enfin si, non, elle a trouvé d'autres choses après. Elle a quand même redressé un pack de bière à 4,50 et un pot d'olive fraîche à 2 € pour 6,50 €. Vous savez pourquoi? Parce que dans les immobilisations comptables de l'entreprise, elle n'a pas trouvé de frigo pour les mettre au frais. Donc elle a dit, bah, c'est le dirigeant, c'était pour votre consommation personnelle, donc je vous redresse pour 6,50 €. Je vous jure, c'est vrai. C'est un sketch, ça. C'est pas possible. Je vous jure que c'est vrai. Un truc de dingue. Pour 6,50 €. Parce qu'elle n'a pas trouvé un frigo en immobilisation dans le plan comptable. C'était l'hiver, on l'avait mis C'est sur un le bord truc de de la fou. fenêtre. Bon. Alors après, elle a tenté de requalifier sur d'autres choses, machin, etc. Mais au final, il faut comprendre quand même qu'ils vont chercher tout et n'importe quoi. Les kilomètres. C'est une telle blague. Et c'est tellement facile qu'il faut vraiment pouvoir justifier que tu as été à Cergy avec tel client, que tu as été à Étampes avec... Il n'y a rien de plus facile pour se faire plomber par le fisc avec ça. Donc ouais, non, c'est pas une blague, il faut pouvoir le justifier. Mais les restos, non? Du coup, ton point de voiture fonction exponentielle. Et peu importe. Ouais, oui, t'as raison. Oui, t'as raison. Ouais, c'est plus souple. Ouais, t'as pas obligé de justifier. T'as raison. C'est vrai. Et les restos, c'est pareil. Il faut être ton nom, le client, blablabla. T'as des quotas. Alors tu peux les dépasser. Là, ils sont un peu plus souples. Mais non, mais donc faites gaffe à ça. C'est pas open bar. C'est pas du tout open bar. Et encore, le fisc français est plus souple que l'allemand. J'ai vécu un an en Allemagne pour Accenture. C'est pareil. Hein. Je vais aller même jusque plus loin. Je prenais l'avion toutes les semaines. Hein. Francfort, Paris, machin, etc. Donc j'avais plein de miles. Air France. En France, on sent les Allemands. Et bien en fait, les Allemands, j'ai dû payer des impôts sur les miles gratuits qui pouvaient me générer des billets gratuits cadeaux Air France. C'est pas une blague. Alors c'est pas moi qui ai payé, c'est Accenture qui a payé, ils s'est démerdés, c'est leur problème. Mais les Allemands, ils vont jusqu'à là, à tous les cadeaux, à taxer tous les cadeaux. Un truc de dingue. Bon, bref. C'est beau. Donc, soyez le plus fin possible parce que, bon, même si je vous dis, on n'est pas à 10 000 près, sauf que 5 000 ici, 5 000 là, et ça fait vite 50 000. Donc, ok, on n'est pas à 10 000 près. Mais on essaye quand même de s'en rapprocher le plus possible. Okay. Donc, les déplacements, ouais, justifiez-les. C'est que les commerciaux et la direction. Bon. Alors souvent, c'est très sous-estimé. Hein. Les frais de réception, c'est la bouffe, c'est les... Alors, c'est pareil. Hein. Ça, c'est... Donc, c'est les repas, c'est les petits-déj avec les journalistes pour présenter un produit. Ça peut être le pot avec les développeurs du vendredi soir, etc. etc. Ok ? Bon. Faites un budget. Allez, 15. Bon, affranchissement, c'est un petit peu particulier.
Alors normalement, affranchissement, c'est pour envoyer des plaquettes, etc. Si c'est pour envoyer les 10 factures du mois, ça a zéro intérêt. On est bien d'accord. Bon. Affranchissement, c'est si vous avez une plaquette de 400 grammes à envoyer à 10 000 prospects et ça coûte 4 € de timbre, 10 000 x 4, 40 000, ah, là ça commence à peser. Et en fait, pourquoi je l'ai séparé? Ça devrait rentrer dans le budget marketing, sauf que le marketing, il a une TVA à 20%, sauf que l'affranchissement, 0 TVA. Donc c'est pour ça que je l'ai juste ressorti, c'est le cas exceptionnel, je l'ai ressorti du marketing. Ça doit être dans le marketing, mais 20% sur 40 000, ça fait 8 000 balles. Là, ça fait dans mon plan de trésor, ça me plombe mon plan de trésor. Donc c'est juste pour ça, c'est la raison pour laquelle je l'ai sorti. Et vous voyez bien que ici, je joue, là je vous en ai pas parlé, mais je joue avec les TVA à 10%, à 20%, etc. Okay. Pour les déplacements, pas de TVA. Et non, on n'a pas le droit de récupérer la TVA. Alors oui, sur les non, sur les billets de train, il n'y en a pas. Mais dans les sur l'essence, il y en a. On n'a pas le droit de. En fait, votre entreprise ne va pas récupérer la TVA, sauf. Non, sauf si l'entreprise est une entreprise dont l'activité principale est le voyage. Ok. Mais tu fais du consulting, tu fais de la high-tech, tu fais du machin, etc. Tu n'as pas le droit de récupérer la TVA de tout ce qui est déplacement, etc. Sauf si tu es dans le métier du voyage, toi-même. C'est la petite particularité. Ils ont raccroché. Ok pour ça? Ça vous va? Donc je fais vite, mais là, l'idée c'est de faire tout le cash out. Frais fixes. Ok sur les frais fixes? Troisième cash out, c'est les investissements. Alors question pour vous. Quelle différence entre des frais fixes et des investissements? On sort de l'argent. Les frais fixes, t'as pas le choix. Bon. Les frais fixes, on n'a pas le choix, non. Quelle est la différence? Alors il y en a un qu'on amortit, mais alors pourquoi? Comment ça se passe? Quel est l'impact sur le bilan? Quelle est la différence entre des frais fixes et des investissements? Le frais fixe, c'est de l'argent. L'investissement, en fait, c'est une valeur résiduelle que tu estimes, en fait. Mais la première année, tu l'as... Alors, on ne retrouve pas au même niveau dans le bilan, oui. Oui, alors en fait, pour faire simple, les investissements, c'est quelque chose qui valorise votre entreprise, qui valorise comptablement, mais en termes d'actifs de l'entreprise. Ok ? Quand je vais acheter un ordinateur à 1 000 €, eh ben, je vais avoir un amortissement sur 3 ans. Donc je vais déduire 333 la première année, 333 la deuxième année, 333 la troisième année. On est d'accord? Bon. Et quand je vais acheter 1 000 € pour 1 000 € de gomme, c'est un amortissement ou un frais fixe? Pourtant c'est le même montant. Mais ça perd de sa valeur tout de suite, en fait. Qu'est-ce qu'il va te racheter des Est-ce que les gommes valorisent votre activité? Pas du tout. Même C'est l'ordinateur. inconsommable. J'aurais dit une Ok. machine, j'aurais dit une Donc machine qui- ça c'est 100% déduit dès la première année, c'est les frais fixes. Boum. Alors qu'un ordinateur, c'est un actif qui va valoriser, qui va rentrer dans les actifs de votre entreprise, qui valorise votre entreprise. Il y a cette notion-là. Et alors du coup, est-ce qu'on prend l'ordinateur là, mais est-ce qu'il vaut mieux prendre en location un ordinateur ou... Très bien. Très bonne question, j'allais y venir. Regardez ici. Matériel bureautique. Est-ce que je vais acheter, on est 10, est-ce que j'achète 10 ordinateurs ou est-ce que je les loue? Les loups, ça. Les loups. Alors les ordinateurs, alors ça peut être des serveurs aussi, pour des développeurs. Souvent pour les développeurs, il y en a qui le sont ici. Bon, un développeur, ça bidouille toujours. Hein, je rajoute de la RAM, je double de disque, je fous le bazar dans le truc, on veut les acheter. Bon, maintenant oui, effectivement, moi j'aurais plutôt tendance à raisonner en location. Pourquoi? Plutôt qu'on en a 10 à acheter et ça va me coûter 20 000. Eh bien en fait, plutôt que de lâcher 20 000 de trésor le mois 1, eh ben, je préfère étaler sur 36 mois à payer 300 balles tous les mois pendant... Bon, je n'ai pas fait le calcul, hein, je dis 300 balles. 300 balles pendant 36 mois et ça va me coûter 24 000. Ah ouais, ça me coûte plus. Eh oui, mais 300 balles, 300 balles, 300 balles, 300 balles au lieu de 20 000. Eh ben moi, avec 19 000 de différence les 6 premiers mois,
Moi, je fais du marketing et je fais du commerce. C'est un arbitrage. C'est vous les boss. C'est à vous d'arbitrer. Okay. Question, parce que bien souvent, quand on démarre, pour faire de la location, ils vont nous demander des garanties, donc un bilan. T'as raison. Voilà. C'est vrai. Et t'as raison. Et souvent, la première année, en fait, vous allez avoir du mal à faire de la LOA. C'est vrai. Mais t'as raison. C'est effectivement plutôt par la suite que tu arrives à faire de la location. T'as absolument raison. Bah ouais, parce qu'on est en France. Et les banques, c'est des catastrophes. Alors maintenant, une fois que tu as levé des fonds, tu as levé 1 million d'euros, machin, etc., tu as une assise financière qui, tu vois, pour 20 000 balles, ils vont te le faire. Mais si tu démarres dans ton garage, ils vont pas te le faire. Et voilà, si tu as levé 1 million d'euros, tu as 1 million de fonds propres, en plus, ils vont te le faire. Voilà. Ça se négocie. Et puis, encore une fois, hein, allez-y avec les banques et vous me ferez plaisir. Punissez les banques. Quand ils vous emmerdent, mais barrez-vous, quoi. Et allez jouer la concurrence, il faut toujours jouer la concurrence, quoi. Ils n'ont rien compris. Il y en a quelques-uns quand même qui sont bons. Et encore, c'est pas forcément une banque qui est bonne, c'est un conseiller qui est bon. Parce qu'à un moment, il comprend le business, où il sent la personne. Voilà, à chaque fois, c'est des histoires d'hommes, c'est pas des histoires de banque, c'est des histoires d'hommes en fait, finalement. Moi, à chaque fois que j'ai fait des deals, des bons deals avec les banques, c'est des histoires d'hommes. Et puis, le problème, c'est que ceux qui sont bons, ces conseillers bancaires, comme ils sont bons, eh ben, en fait, ils montent, alors on les perd. Et après, c'est fini, on retombe sur un branque et on doit changer de banque. C'est du grand classique. Donc ouais, pour répondre, à vous d'arbitrer, est-ce qu'il faut acheter ou louer? Il faut peut-être mieux louer. Je suis d'accord. Bon, après, à vous. Alors voilà, dans les immobilisations, dans les investissements, il y a les investissements en dur, corporel. Il y a les investissements incorporels. Alors on a la création de la société, ça c'est anecdotique. Tout ce qui est logiciel et développement spécifique. Très important. Très très important. Et puis après, vous avez les investissements financiers. Tiens, le dépôt de garantie, là, que j'avais mis un loyer à 60 000, ben en fait, il y a toujours un trimestre de garantie. C'est du cash out. Hein. Alors, on le récupère à la fin. Donc, il est dans les investissements, il n'est pas perdu. C'est pas des frais fixes. Parce qu'on le récupère, donc c'est bien un investissement. Mais c'est de l'argent qui est bloqué. Mais c'est quand même du cash out. Sur les incorporels, il y a les brevets dedans. Ouais. Un brevet qui est une propriété partagée, comment tu fais une valo après derrière? C'est-à-dire que... Alors ça, c'est la question pointue. Alors, les brevets, de toute façon, il faut s'entourer des bons avocats qui vont bien. Et après, comment tu fais la valo? Alors la valo, pourquoi tu l'as fait déjà? Tu l'as fait pour un investisseur ou tu l'as fait pour un partenaire industriel? Ça dépend. Non, alors le cadre, société, structure de chercheurs, découvre des éléments. Certains sont un peu payés par la structure, sont rattachés à des universités. Donc à la fin, il y a un mix à l'intérieur. Le brevet est pris par la société, propriété pris par la société, mais il y a un partage qui doit se mettre en place avec l'université dans ce cadre-là. Donc on peut imaginer qu'on a un 90-10 de propriété, droit exclusif de valorisation par la société. La société continue, on passe, moi c'est dans des phases cliniques, fin de sortie, une valorisation. La valorisation se fait sur la structure, mais sur l'achat du brevet. Oui. Donc les actionnaires sont payés par... Mais est-ce que c'est un achat du brevet d'ailleurs? Alors s'ils rachètent la boîte... Parce qu'un truc comme ça, en fait, souvent ce qui se passe, c'est que... Exactement. Ouais. En fait, le brevet peut appartenir, il est cédé pour 1 euro. C'est un peu bancal. Hein. C'est cédé pour 1 euro à l'entreprise, mais derrière, il y a un contrat de royalties pendant 50 ans de 18, 15, 20%. C'est un deal. Hein. C'est un deal commercial, tout simplement. Pourquoi pas? Il y a un autre élément, si tu veux faire valoriser un brevet, c'est pas compliqué, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est des commissaires aux apports. C'est comme un commissaire aux comptes, et là c'est un commissaire aux apports qui va valoriser un brevet. Très compliqué. C'est pour ça qu'il ne faut pas valoriser un truc basique. Souvent quand on crée une société, on peut apporter, tiens, une société à 10 000, j'apporte 5 000 en cash et j'apporte 5 000 avec mon ordinateur, une table, une chaise, etc. Jamais. Il ne faut jamais faire ça. Hein. Parce que rien que de valoriser la table, l'ordinateur, il faut payer 5 000 euros à un commissaire aux apports pour valoriser que la table, elle vaut 500. Ça ne sert à rien. Un brevet à 500 000, ah ok, tu vas payer 5 000 ou 10 000.
Parce que ça coûte cher. Un commissaire aux apports, à la valorisation, ça coûte très cher. Bon, donc pourquoi pas. La valo se fait par l'obligation de licencier en fait, ou de rachat. C'est ça. Mais après, si tu valorises 500 000 et que tu l'apportes, tu as plein de frottements fiscaux en fait. Ouais. Est-ce que c'est du chiffre d'affaires? Est-ce que c'est des actifs? Pour l'université, est-ce que pareil? Est-ce que ça va être un chiffre d'affaires? Je ne sais pas. C'est compliqué. Assez compliqué. Donc à voir. Souvent, c'est plutôt apporté pour 1 euro et après, tu as un contrat de royalties. Ouais, et une mise en place derrière. Et après, tu retribues du coup chacun des propriétaires à leur niveau en lien avec les royalties qui sont positionnés. Non, dans la société? Non, dans les Ah bah après, l'université. les propriétaires qui sont associés. Bah, les propriétaires, si c'est 10%, ils se débrouillent avec leurs 10%. Après, ils régulent comme ils veulent. Ouais, mais c'est compliqué hein, les brevets. C'est quoi que tu mets dans le développement spécifique? Alors, j'y reviens, j'attendais que tout le monde soit revenu. Qu'est-ce qu'on a dans le développement spécifique? En fait, qu'est-ce que je peux avoir dans le développement spécifique? Tiens, j'installe du SAP et je me fais développer des modules spéciaux avec des process à moi, avec des consultants extérieurs, etc. Bon, bah, si j'en ai pour 50 000 balles, je peux très bien mettre 50 000 ici de dev spécifique parce que ça fait partie quand même de mes process internes qui valorisent mon entreprise. Donc c'est du dev spécifique qui me coûte. Je fais développer mon appli mobile qui me coûte 30 000. Dev spécifique. Donc si tous les mois je suis éditeur de logiciels, je commercialise des logiciels, bah, en gros là-dedans je mets la masse salariale des développeurs. Ah non. Tu mets le coût dans les développeurs et à la fin ça sera retraité par le commissaire aux comptes comme des devs spécifiques et des actifs de l'entreprise. Pas tout à fait pareil. Là, c'est les devs spécifiques, c'est quand tu les fais sous-traiter à l'extérieur. Si c'est en interne, tu vas pas compter le coût 2 fois. Tu vas pas compter le coût ici et le coût du développeur que tu as déjà ici dans le personnel. Il ne faut pas le compter 2 fois. Donc tu l'as déjà. Par contre, des fois, on les sort. Moi, je pense à investissement de travaux. On fait des grands travaux. Oui. Les mecs qui sont de la maintenance, on met leur salaire dans les investissements. Exact. Mais c'est un travail à la fin du commissaire aux comptes, de l'expert comptable qui retraite fiscalement. Là, je ne fais pas de retraitement fiscal parce que c'est trop compliqué. Là, on fait déjà basique. Mais, d'accord. Voilà, donc là, dev spécifique, c'est parce qu'on l'a fait à l'extérieur. C'est de la sous-traitance. C'est de la sous-traitance. Ok. Alors maintenant, tiens, je vais donner un exemple. Je m'appelle L'Oréal et pour Noël, je sors un nouveau super génial shampoing. Et bien sûr que je vais faire un nouveau site web que dédié à ce shampoing-là pour la sortie à Noël. Et ce site web va me coûter 200 000 balles. Pour la sortie à Noël de ce shampoing. Frais fixe ou investissement? Investissement. 200 000 balles. Hein. Investissement. C'est pas des articles. Non, c'est l'usage unique, c'est pour le. Normalement, tout ce qui est au-dessus de 500 €, on devrait le passer en immobilisation. Ok? Sauf que c'est du marketing. Et le marketing, c'est du vent. C'est de la fumée. Et le site web, 1 mois plus tard, il est poubelle. C'est du marketing. Le marketing pour l'entreprise, il est Attends, le marketing, il était où? Il est bien dans les frais fixes. Ce site web à 200 000 balles, c'est du marketing pour une opération ponctuelle de lancement. Même si ça dure 1 mois, c'est pas des investissements. Parce qu'il va disparaître au bout d'1 mois. C'est du marketing, c'est dans les frais fixes. Exemple, je m'appelle Rue du Commerce, mon site web me coûte 200 000 €. Frais fixes? Non. Ah bon? Mais pourquoi alors? Parce que c'est valorisé. Ouais. Parce que? Il évolue tout le temps. Ouais, Non, mais... c'est une sorte de fonds de commerce, une base de clients. Exactement. C'est mon outil de travail transactionnel. C'est mon cœur de business. Vous voyez cette différence entre le site web à 200 000 du shampoing
éphémère, et le site web à 200 000 du site de e-commerce où c'est l'outil de travail transactionnel. Ça, c'est l'actif, c'est le savoir-faire de l'entreprise, c'est ce qui les fait travailler. Donc là, on est bien sur l'investissement. Donc le site web institutionnel d'une entreprise, Total, c'est pas de l'investissement. Si. Ouais, si un peu, si tu peux le mettre dedans. Parce qu'il va évoluer, il faut quand même le changer tous les 6 mois, etc. Donc si tu peux le mettre, ça fait partie de l'actif quand même de l'entreprise. Le site web institutionnel, il est pérenne. Le shampoing pour un mois, il est éphémère. Vous voyez cette notion, en fait, entre deux sites web différents, c'est ce raisonnement comptable qui est un petit peu différent, mais on n'est pas dans les mêmes cases, et ça impacte énormément le bilan. Hein. Très clair. Tu avais une question? Pardon. Une petite question bête, mais pour le site Il n'y a de pas de shampoing, besoin. si on peut acheter le shampoing sur ce site, Ouais, mais si c'est pendant un mois, ça ne change rien. ça reste Alors si comme tu le gardes, j'ai fait exprès hein, de faire le côté éphémère. Effectivement, si le site web on le gardait pendant 3 ans pour le vendre online, ça devient un actif. Alors là, ça rentre effectivement dans les devs absolument. ça. Comme on voit de plus en plus maintenant des compagnies qui font des launch pages, on peut acheter des choses dessus pour quelques mois. Ça, je me demandais. Ouais. Mais bon, effectivement, je prends le cas extra. C'est juste pour faire passer les messages. Hein, de toute façon, c'est des images. Hein. Okay. Donc ça. Et ça va être traité derrière comptablement un petit peu différemment. Là, ok pour ça, donc là on a fait tout ce qui est cash out. Et juste pour démarrer l'immobilisation, normalement, enfin, si c'est une plateforme par exemple, et qu'on met 6 mois pour la développer, on peut l'immobiliser qu'à partir du 6e mois. On l'immobilise. Enfin, Non, parce qu'en fait, ça sera déjà dans les frais de personnel. D'accord. Donc tout ton coût, tu n'as pas besoin de le rajouter là parce que tu vas pas le compter deux Oui, fois. non, mais je veux dire, pardon, c'est l'amortissement, pardon, si je me trompe. Ah. L'amortissement, tu le commences. Alors, il y a deux onglets, investissement 1, investissement 2. D'accord. Alors, dans investissement 1, il n'y a que les 12 premiers mois. Ok. Investissement 2, il y a année 2 et 3, que vous faites évoluer, un petit peu comme le reste. Et là, en fait, selon le business, eh ben, tu le fais sur 3 ans, 5 ans. Tu vois, ça, là, c'est 5 ans. Le mobilier de bureau, par exemple, c'est 5 ans. Je vous ai donné un petit tableau ici, là, pour avoir les durées d'amortissement des différents biens. Et qu'on retrouve aussi sur Investeur. Et qu'on retrouve sur Investeur 1. En fait, sur Investeur 1, c'est que les 12 premiers mois uniquement. C'est la seule différence, hein, c'est tout. Ah non, le tableau, on ne le retrouve pas. Parce que c'est le même principe d'amortissement, il n'y a rien qui change. Ah oui, oui. Non, mais l'année 1, elle est reprise ici. Et après, tu as l'année 2 et 3. Oui, parce que là, tu as la consolidation. Année 1, 2 et 3. Donc là, tu as tout. Et après, ça va dans les trésors, les comptes de résultats, le bilan. Ça fait sa cuisine tout seul. Ça vous va, ça? Oui, mais enfin, une pause pour que ça. Bon. Et bien là, on a fait tout le cash out. Vas-y. Oh, bah parce que, regarde. Un ordinateur, normalement, c'est 3 ans. Toi, du mobilier, ça, c'est 5 ans. Si tu fais... tiens, on n'en a pas parlé, mais... tiens, tu fais un... Bon, ça n'existe plus trop, mais... Tiens, aménagement et agencement de bureau. Regarde, aménagement et agencement de bureau. Ça risque d'être entre 5 et 10 ans. Si tu veux faire un cybercafé, ça n'existe plus, quasiment plus. Tu reprends un vieux troquet, tu casses tout, tu fais plein de travaux, ouais, c'est quand même, ça fait partie de ton business. Hein. Donc là, sur 10 ans, peut-être, tu vas faire des aménagements, tu vas mettre 100 000 balles, tu vas l'amortir sur 10 ans, typiquement. Tu vois, il est là, regarde le petit tableau, il est là. Mais une construction, voilà, c'est 25 ans, etc. Bon, c'est pas moi qui les ai inventés, hein, c'est des chiffres classiques. Ok pour ça? Mais même pas 100 000 balles. Non, je prépare la tête. Ça vous va? Bon. Alors. Attends, il y a des pigraphes et des comptes. Juste Tout est une prêt, question, hein. j'ai Tout est prêt? pour les durées d'amortissement, il y a un site ou un truc où on peut trouver des références là-dessus. Non, mais ça suffit. Mais ça suffit. Ce qui te fait pas confiance en fait. Ouais, franchement, c'est 3 ans. Il y a d'autres choses qui sont pas. Non, le mobilier, non, franchement, tout est 3 ans. Le high-tech, machin, etc., tout est 3 ans. Après, tu as le mobilier, les bureaux, machin, c'est 5. Et puis après, les constructions, c'est... les aménagements, c'est 5 ou 10. Et après, la construction immobilière, c'est 25. Normalement, avec ça, tu t'en sors, il n'y a pas de problème. Là, on a fait tout le cash out. Ok? Il va nous rester, après la pause, le cash in. Et les arbitrages. Est-ce que je vais trop vite?
Ça vous va? Nickel. Bon, c'est un sujet qui est toujours barbant, hein, la partie trésor, mais c'est tellement structurant et fondamental. Vous allez voir, ça va. Vous croyez avoir fini votre BP? Non, franchement, c'est passionnant. Bah en fait, c'est que le début. Hein. Non, mais après, ça va aller vite pour modifier. On fait la pause là? Ouais. Allez, go.